Les lumières de la Terre, une planète jumelle de la nôtre orbite autour d'une étoile comparable à notre Soleil. Ce monde lointain pourrait-il lui aussi abriter la vie? Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une des grandes questions que se pose l'humanité. Plus près de nous, nous avons déjà découvert des lunes avec des cavernes de glace et des océans enfouis. Quels secrets abritent-elles? Les idées qui étaient du domaine de la science-fiction il y a un an sont devenues la réalité d'aujourd'hui. Afin de dévoiler les mystères de ces mondes extraterrestres, nous allons les disséquer, plonger dans leurs océans cachés et les dépouiller de leurs écorces pour révéler les secrets des lieux les plus étranges de l'univers. De nos jours, la quête de mondes extraterrestres est une entreprise planétaire. De puissants télescopes écument le ciel nocturne. Des sondes explorent les lunes et les exoplanètes. Et les scientifiques étudient les environnements les plus extrêmes du globe. L'homme a toujours été guidé par le besoin d'explorer. Qu'y a-t-il derrière la colline, après l'océan, au-delà de la planète? Tandis qu'ils découvrent d'autres environnements dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques revisitent aussi les mystères de notre propre planète. On observe que la vie existe sur Terre dans chaque niche susceptible de l'abriter. La question est de savoir si notre planète est le seul endroit où il y a de la vie dans l'univers. La quête de mondes extraterrestres emmène les scientifiques vers l'inconnu. Ils fouillent les profondeurs de notre système solaire, où des lunes crachent de la glace dans l'espace et abritent des océans cachés. Les sondes spatiales percent d'épais nuages qui enveloppent des mondes étranges. Elles révèlent des paysages hostiles et gelés, des lacs de méthane. Les astronomes cherchent des planètes jumelles de la Terre dans les profondeurs de la Voie lactée. Ils guettent les messages de civilisations extraterrestres qui se diffuseraient à travers le cosmos. La galaxie est si vaste qu'elle réduit à néant notre capacité à l'imaginer. Pour trouver un monde extraterrestre, il n'est pas nécessaire de regarder très loin. Il existe un candidat prometteur au cœur de notre propre système solaire. Ce monde étrange, qui erre dans la brume des anneaux externes de Saturne, s'appelle Encelade. C'est un petit satellite, 7 fois plus petit que notre Lune. Sa surface glacée reflète la lumière solaire comme un miroir. Le manteau de glace s'enfonce sur une centaine de kilomètres en sous-sol, vers le noyau rocheux. La vie pourrait-elle exister dans les ténèbres de cette lune si éloignée du Soleil? Afin de résoudre cette énigme, les scientifiques explorent les environnements les plus extrêmes sur Terre. Il existe un site où les conditions sont comparables à celles qui règnent sur Encelade. Le marais salant de la réserve naturelle Don Edwards, en Californie. Ici, une croûte de sel de 5 cm d'épaisseur réfléchit la lumière. En dessous, le sol reste dans l'obscurité permanente. Dans la plupart des mondes de notre système solaire, c'est sous la surface que nous avons le plus de chances de trouver d'éventuelles formes de vie. Chris McKay travaille pour la NASA.
Il traque des formes de vie qui évoluent dans l'obscurité. Ce sont les méthanogènes, des microbes qui se développent sous terre. Ils comptent parmi les premières formes de vie qui sont apparues sur la planète il y a plus de 3,5 milliards d'années. Ils sont l'illustration parfaite de la manière dont la vie s'adapte et évolue. Je m'intéresse à tous les sites où on trouve des méthanogènes sur Terre. Ils n'aiment pas l'oxygène, ils se nourrissent d'hydrogène et n'ont aucun besoin de lumière. Ils vivent dans les profondeurs souterraines. À mon sens, ce sont de bons candidats pour un éventuel type de vie qui pourrait exister sur d'autres planètes. Chris cherche des échantillons de méthanogènes sous la croûte de sel. Le sel est à la fois une protection et une barrière. Ici, en surface, la pellicule blanche n'est que du sel. Cette couche verdâtre contient des organismes qui utilisent le soleil. Ils ont une activité photosynthétique. La couche rose regroupe les organismes qui apprécient vraiment le sel. Enfin, dans cette strate noire, il y a les organismes producteurs de méthane. Ce sont des environnements très cloisonnés. On comprend leur organisation dans ces grandes lignes. Les trois acteurs sont la lumière solaire, le sel et l'oxygène. Plus on s'enfonce, moins ces acteurs sont présents et les différents organismes se répartissent selon leurs préférences. Mais ce qui est surprenant, c'est ce cloisonnement très strict. Les verts vivent là, les roses ici et les noirs en dessous. On ne comprend pas très bien à quoi ces gradients correspondent. Notre projet va donc porter sur les mesures détaillées de la structure physique de ces échantillons. Les méthanogènes pullulent dans cette mélasse noire. Près d'1 million pourraient tenir sur une tête d'épingle. On obtiendra un modèle miniature pour un monde géant de la taille d'Encelade. La compréhension des détails de ce processus nous donnera un aperçu plus général. Plus les scientifiques approfondissent leurs études sur Encelade, et plus cet astre leur paraît étrange. Avec une température de surface avoisinant les moins de 100 degrés, l'eau ne devrait être présente que sous forme de glace. Mais les scientifiques pensent que les rayures de tigre présentes dans la région du pôle Sud cachent un incroyable univers d'eau liquide. Ces failles gigantesques dans la surface glacée mènent vers un vaste océan souterrain d'eau salée. Riche en hydrogène, ce liquide saumâtre pourrait permettre aux méthanogènes de prospérer. Tandis qu'Encelade orbite autour de Saturne, ces failles glacées s'étirent sous l'influence gravitationnelle de la planète géante. L'eau de l'océan s'échappe des rayures de tigre en formant de vastes geysers de glace. En mars 2012, la sonde Cassini a traversé les panaches glacés d'Encelade. Ces instruments ont détecté des traces de molécules à base de carbone, qui sont les éléments de base de la vie. À présent, Chris Mackay prépare une mission destinée à rapporter sur Terre un échantillon de ces panaches. Ce qui est passionnant avec Encelade, c'est qu'elle éjecte de la matière dans l'espace. On n'a pas besoin de forer, de creuser ou de chercher. Il suffit de collecter la matière et de la rapporter sur Terre. C'est formidable, c'est comme une distribution gratuite d'échantillons. Ces éruptions de particules glacées envoient des débris en orbite autour de Saturne, la planète mère d'Encelade. L'eau qui s'échappe des rayures de tigre gèle instantanément et se répand à des centaines de kilomètres au-dessus de l'astre. Certaines de ces particules échappent à sa faible gravité et dérivent pour alimenter l'anneau externe de Saturne. S'il y a de la vie sur Encelade, pourrait-elle transiter par Saturne avant de se répandre à travers la galaxie ? Plus nous observons les profondeurs de l'espace, plus le nombre de nouveaux mondes possibles augmente.
En scrutant l'univers, on constate que les lois de la physique et les composants chimiques des éléments sont les mêmes partout. Il y a de grandes chances que la vie soit répandue à travers l'univers. Dans leur quête de formes de vie extraterrestres, les scientifiques traquent les indices de la présence d'eau, ce précieux liquide qui transforme les sols stériles en écosystèmes florissants. La vie sur Terre est très diversifiée. Les formes de vie ne requièrent pas toutes de l'oxygène ou de la lumière solaire. Mais il semble que chaque organisme de notre planète a besoin de l'eau à l'état liquide. L'eau est présente partout dans notre système solaire externe. Mais le plus souvent, on la trouve sous forme de glace qui recouvre les lunes ou les comètes. Ces paysages gelés subissent des hivers perpétuels où les températures sont 10 fois plus basses que celles de nos pôles. Cependant, la vie peut se cacher dans les cristaux de glace. Le fait qu'une planète soit différente de la Terre, qu'elle soit plus chaude ou plus froide, cela ne veut pas dire qu'elle n'abrite pas la vie. Prenons notre planète. L'évolution a toujours trouvé une niche pour que la vie existe partout. Sur Terre, la vie a trouvé un moyen de riposter contre le froid. Dans la chaîne montagneuse des Cascades, dans l'État de Washington, le sol est recouvert de neige et de glace toute l'année. Voici mon jardin. Ici, dans la chaîne des Cascades, la couche de neige est très profonde. J'emmène Harvey dès que j'en ai l'occasion. Il adore la neige. Robin Codner cherche les formes de vie capables de subsister dans un environnement gelé. Puisque la vie sur Terre est le fruit de 2 ou 3 milliards d'années d'évolution, il est impossible de savoir exactement à quoi ressemblerait la vie dans d'autres mondes du système solaire ou au-delà. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer sur Terre la manière dont la vie se comporte dans des environnements similaires. Robin traque les formes de vie qui pourraient s'établir sur les lunes gelées de notre système solaire. Europe est une des 67 lunes de Jupiter. Au pôle, la température peut atteindre moins de 123 degrés. La surface est recouverte de glace, dure comme de la roche, mais d'étranges sillons trahissent une activité en profondeur. Juste en dessous de la croûte externe, une couche de glace plus molle reste en flux constant. Des courants d'eau de fonte font circuler des minéraux autour de la Lune. Ils créent un environnement fertile que la vie pourrait exploiter. Sur le mont Baker, Robin a repéré un type de vie qui pourrait aussi exister sur Europe. J'en vois près de ce site. Ah, de la neige rose. Il y a des algues des neiges ici. Ces algues sont des Chlamydomonas nivalis, que l'on appelle communément le sang des glaciers. À la différence des plantes qui ont besoin de terre pour se développer, cette algue peut pousser sur des cristaux d'eau gelée. Sa pigmentation la protège des rayons ultraviolets. C'est un peu plus rose juste en dessous de la surface. Et le rose s'intensifie en profondeur. Les conditions sont encore meilleures pour cette algue sous la surface. L'espèce d'algue du mont Baker peut survivre à des températures hivernales de moins 25 degrés. La surface d'Europe est 20 fois plus froide tout au long de l'année. Mais les scientifiques pensent que la vie pourrait quand même y exister. Une caverne de glace située 3 km sous la surface pourrait contenir une quantité d'eau plus importante que celle des grands lacs d'Amérique du Nord. Dans l'eau, le sel agit comme un antigel. À une trentaine de kilomètres sous la surface, le paysage change de nouveau. La glace s'ouvre sur un vaste océan. Il contiendrait 2 fois le volume des océans terrestres
et serait 10 fois plus profond. Quelle forme de vie pourrait-il abriter? Les échantillons que je prélève vont nous aider à comprendre ce qui plaît aux algues des neiges ici. Cela nous renseignera sur le champ des possibilités que nous pourrions explorer sur d'autres planètes. Les algues du mont Baker se sont adaptées à la vie dans un environnement gelé. Ce groupe vit dans des environnements variés, comme les sources d'eau chaude, les cheminées hydrothermales, la neige, les déserts secs de l'Antarctique. Ils s'adaptent assez bien. Algues de neige, je vous aime. Sur Terre, les algues de Robin sont les survivants de l'extrême. De retour dans son laboratoire, la biologiste analyse ses échantillons de neige au microscope. Je vais observer les différentes cellules au microscope afin de faire l'inventaire des types d'algues dont je dispose. Ah, super, il y a un biofilm. Cet amas regroupe une communauté microbienne. Des milliers de cellules sont prises dans la matrice. Cet échantillon regorge de vie. Robin cherche des indices sur la manière dont les algues ont évolué et se sont adaptées pour s'épanouir dans un tel environnement. Cela montre les moyens d'adaptation que la vie a développés pour résister aux environnements extrêmes sur Terre. Les algues qui apparaissent en rouge rosé à l'écran ont développé des parois cellulaires très épaisses. En se munissant de cette paroi cellulaire, les cellules d'algues optimisent leurs chances de survie à très basse température. Sur Terre, la vie se diversifie afin de remplir tous les espaces écologiques disponibles. Si la vie existe dans un océan d'Europe, ce ne sera sans doute pas sous une forme unique. On devrait découvrir une communauté florissante et très diversifiée. Les scientifiques ont découvert une exoplanète où ce type d'algues pourrait se développer. Une proche voisine de la nôtre, à seulement 16 années-lumière de la Terre. Gliese 832c pourrait être un monde semblable à la Terre. Mais ici, les conditions sont en perpétuel changement. La période orbitale de cette planète est si courte qu'elle ne met que 36 jours pour accomplir sa révolution autour de son étoile. Dans ce monde, la vie extraterrestre doit vite s'adapter, car l'hiver survient tous les mois. Plus on cherche, et plus on découvre de nouveaux mondes extraterrestres. Avec ses reflets orangés, celui-ci est sans doute le plus étrange de notre système solaire. Titan est la plus grande lune de Saturne. Elle est plus grosse que Mercure. Vue de l'espace, elle n'a rien de commun avec la Terre. Mais de près, Titan ressemble étrangement à notre planète. L'atmosphère de Titan est essentiellement composée d'azote, une curieuse similitude qui lui donne des airs de planète jumelle de la Terre. En 2005, les scientifiques ont fait atterrir la sonde Huygens à la surface de cette lune. Les images qu'elle a renvoyées ont permis de découvrir des caractéristiques géographiques très inattendues. La sonde a révélé un secret sous l'épaisse atmosphère orange de Titan. Quelque chose d'extrêmement rare dans notre système solaire. Un réseau de lacs à la surface de la planète. Mais qu'est-ce qui peut bien rester à l'état liquide par moins 180 degrés? Un océan de méthane liquide. Là-bas, le méthane joue le même rôle que l'eau ici sur Terre. Il s'évapore, rejoint l'atmosphère de Titan, tombe dans d'autres régions sous forme de pluie et forme des rivières et des flots qui affluent vers des lacs où le cycle recommence. Voici le lac Powell dans l'Utah, aux États-Unis. Des falaises abruptes surplombent une vallée inondée. Ce paysage renvoie au lac et au vallon de Titan. Ralph Lorenz développe des sondes destinées à explorer les lacs de Titan.
Cet endroit est idéal pour nos essais, parce que les rives des plans d'eau sont très découpées, comme sur Titan. De tous les autres mondes du système solaire, Titan est celui où un être humain survivrait le plus longtemps à l'air libre. On pourrait tenir 1 minute en apnée avant de mourir de froid, mais c'est plus que partout ailleurs. Les océans de méthane de Titan pourraient détenir la clé de la vie dans ce monde extraterrestre. Afin de mieux les connaître, il faut développer une technologie adaptée. Aujourd'hui, Ralph teste une sonde équipée d'un sonar. Elle est conçue pour scanner le fond marin de Titan afin d'en tracer un relevé précis. La vie telle que nous la connaissons exige la présence d'eau liquide. Sur Titan, il est possible que le processus de la vie survienne dans une autre forme de liquide, dans les océans de méthane. Nous voulons comprendre la structure tridimensionnelle des océans de Titan. Pour cela, on peut utiliser un sonar, exactement comme sur Terre. Cet appareil me permet de mesurer les signaux. Et celui-ci est un transducteur de sonar que nous enverrions sur Titan. Ralph développe des instruments petits, légers et suffisamment robustes pour survivre à bord d'une sonde spatiale. Le sonar émet une impulsion sonore. On détermine la profondeur de l'océan en fonction du temps que met l'écho pour nous revenir. Les scientifiques, comme Ralph, ont découvert que la géologie de Titan est comparable à celle de la Terre, à une énorme différence près. Car la sonde Huygens a permis d'apprendre que ce paysage à l'apparence rocheuse est en réalité entièrement constitué de glace. Les forces motrices qui façonnent le paysage de Titan sont enfouies dans les profondeurs du sous-sol. Sous la couche de glace externe, de vastes poches d'eau liquide riches en ammoniac sont soumises à de fortes pressions. Comme le magma sur Terre, ce fluide glacé s'épanche à la surface de la Lune à travers des volcans qui recrachent des panaches de matière. Ces volcans de lave glacée ont pu contribuer à façonner le relief et les océans de Titan. Le paysage de Titan est extrêmement complexe, mais nous commençons à comprendre la manière dont il s'est formé. La prochaine sonde à destination de Titan sera équipée de capteurs météorologiques et d'un spectromètre de masse qui analysera la composition chimique des océans de méthane. Mais pour scanner le fond marin, le sonar de Ralph devra fonctionner de manière autonome. Tout fonctionne comme prévu. La prochaine étape serait d'intégrer le capteur à une capsule qui flotterait librement, puis d'envisager la manière de réaliser une coupe du fond marin au gré de sa dérive sur l'océan. Ralph a conçu une capsule capable de résister à son voyage vers les océans de méthane. Avant d'explorer les mers de Titan, l'appareil doit pénétrer son atmosphère. Il lui faut donc un bouclier thermique que nous avons déjà élaboré. Le dispositif sera placé dans une capsule dont la base conique sera recouverte par ce bouclier. Ensuite, le bouclier se détachera et le véhicule sera parachuté jusqu'à son amérissage à la surface de l'océan où il se comportera comme un bateau. Je vais placer ce petit traceur GPS à l'intérieur. Nous voulons aussi comprendre comment la capsule se déplace dans un océan de méthane sous une gravité 7 fois plus faible que sur Terre. Cet élément va enregistrer les forces de marée sur Titan. Le Chatterton est l'outil principal des astrophysiciens à travers le monde. De tous les mondes qui orbitent autour de notre Soleil, Titan est l'un des plus complexes et des plus intrigants. Un jour, il pourrait devenir l'endroit le plus habitable de notre système solaire. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge. La Terre sera incinérée. Mais Titan sera moins exposé au rayonnement ultraviolet de notre étoile agonisante.
son atmosphère, dense et brumeuse, se dissipera, laissant passer la lumière du Soleil. À la surface, la température grimpera et la glace fondra. La Lune deviendra une Terre primitive pendant des centaines de millions d'années, laissant tout le temps à la vie d'émerger. Nous savons maintenant qu'il existe 10, voire 12 environnements dans notre système solaire propices à l'émergence de la vie. C'est une façon d'envisager le système solaire très différente de celle avec laquelle j'ai grandi. Mais c'est comme ça. Les possibilités sont quasiment infinies dans l'univers. Cela implique que la vie peut se présenter sous des formes presque infinies. Elle existe peut-être sous des formes différentes de celles que nous connaissons. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Notre système solaire a révélé des mondes extraordinaires qui renferment des habitats extraterrestres. Si ces merveilles existent si près de nous, quel mystère pourrait orbiter autour des étoiles de notre voisinage? Se pourrait-il qu'un de ces mondes éloignés ressemble de près à la Terre? Les scientifiques étendent leurs recherches plus loin dans la galaxie, en quête de mondes inconnus qui orbitent autour des étoiles au cœur de la Voie lactée. Cinq, 4, 3, 2, allumage moteur, 0. En 2009, la NASA lance le télescope spatial Kepler, destiné à accélérer les recherches. Décollage. Avant Kepler, on ne savait pas quel pourcentage d'étoiles avaient des planètes. Kepler dispose du plus grand miroir de télescope jamais lancé au-delà de l'orbite terrestre. Sa mission consiste à chasser les planètes qui gravitent autour d'étoiles lointaines. On ne savait pas s'il y avait assez de débris laissés par la formation des étoiles pour former des planètes. Pour l'instant, Kepler a découvert près de 1000 planètes. Statistiquement, on sait à présent que des planètes orbitent autour de la plupart des étoiles de notre galaxie que nous voyons la nuit. Parmi les planètes que les scientifiques ont découvertes, 21 sont à la bonne distance de leur étoile pour disposer d'un climat similaire à celui de la Terre. Elles pourraient abriter des océans grouillants de vie. Les astronomes ont même découvert un système solaire qui semble très prometteur. Kepler 186 est une étoile située à 500 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ont repéré 5 planètes dans son orbite. 4 d'entre elles sont trop chaudes pour disposer d'eau liquide à la surface. La 5e est à la distance idéale pour accueillir la vie. Ce pourrait être la sœur jumelle de la Terre. Mais les télescopes spatiaux ne peuvent pas prendre de clichés de cette planète. La lumière de son étoile est trop vive. Pasadena, en Californie. Dans ce laboratoire de la NASA, les ingénieurs conçoivent un vaisseau spatial unique en son genre pour voir ces mondes cachés. Ici, les scientifiques sont des Christophe Colomb. Moi, je construis leur navire. Mark Thompson dirige le projet Starshade de la NASA. Une fois lancé dans l'espace, cette voile gigantesque se déploiera comme un parapluie géant pour occulter la lumière de l'étoile. Cela revient à mettre sa main devant le Soleil pour voir ce qu'il y a autour. Jusqu'à présent, toutes les découvertes sont le fruit de mesures indirectes. Cet outil nous permet de voir les planètes en direct. C'est un grand jour pour l'équipe de Mark. C'est la première fois qu'un prototype Starshade est testé. D'accord. Afin de créer l'ombre idéale, Starshade doit déployer ses pétales d'aluminium en un cercle parfait. À mon signal. Moteur allumé. Quand il va se déployer, ça risque de secouer un peu. Il faut s'attendre à tout. C'était quoi? Bon, on a un problème. Il était de travers. Voilà le coupable. Bien. C'était un problème de coordination des moteurs. Ok.
C'est bon. Il s'est déployé malgré quelques pépins. On a eu un rayon de cassé et un accroc dans le fil. C'est pour ça qu'on fait ces tests. On va améliorer ces éléments pour le prochain déploiement et il sera prêt pour le grand jour. Ce prototype est un modèle réduit. Le vrai Starshade sera 2 fois plus grand. Il s'éloignera à 37 000 km de son télescope mère pour occulter la lumière de l'étoile ciblée. Les planètes qui tournent autour des étoiles lointaines seront enfin visibles. Starshade pourrait découvrir les mystères de planètes parmi les plus étranges de la galaxie, comme Gliese 163c. Cette exoplanète orbite à proximité de son étoile, une naine rouge, ce qui implique que la température pourrait être idéale pour la vie. Mais la forte gravité de l'étoile empêche la rotation de la planète, ce qui peut avoir des conséquences étranges sur le climat. La face exposée devient un désert brûlant. La face opposée demeure complètement gelée et plongée dans l'obscurité éternelle. Au milieu, une étroite bande habitable, pilonnée par de violents orages, survit entre les deux extrêmes. L'espoir de trouver la vie sur une planète comme celle-ci est ce qui motive l'équipe de Starshade. Notre planning s'étend sur une période de 10 ans. La prochaine grande étape consiste à rendre le dispositif opaque à l'aide d'une couverture géante pour mieux occulter la lumière des étoiles lointaines. Le chemin est encore long, mais aujourd'hui, le test a été un succès et on a fait un pas de plus vers la découverte de la vie sur d'autres planètes. Les nouveaux mondes trouvés par Starshade n'abriteront pas tous une vie extraterrestre. Les planètes qui s'approchent trop de leur étoile deviennent des mondes hostiles. Située à 40 années-lumière de la Terre, la planète 55 Cancrieux est presque au contact de son étoile. Sur cette exoplanète massive, la température peut atteindre 1650 degrés. La surface est recouverte d'une couche de graphite. Sous ce manteau rocheux, les pressions extrêmes ont transformé le carbone en diamant. Dans notre Voie lactée, certaines planètes pourraient bénéficier de la chaleur et de la lumière générées par leur étoile pour que la vie s'y développe. Mais les étoiles sont aussi des astres hostiles, à l'instar de notre Soleil. Le Soleil est l'objet le plus violent de notre système solaire. Le Soleil est un réacteur nucléaire géant. Il éjecte un flux de plasma vers la Terre. Un tir constant de particules chargées que l'on appelle le vent solaire. La raison pour laquelle la Terre survit à cet assaut mortel est enfouie à 3000 km sous la surface du globe. Le noyau externe est une boule de métal en fusion, presque 2 fois plus grande que la Lune. En son cœur, l'immense pression forme un second noyau solide, la graine. Les frottements entre ces deux noyaux métalliques et liquides génèrent un gigantesque champ magnétique qui se répand jusque dans l'espace. Ce champ de force forme un bouclier contre le rayonnement solaire. Sans cette protection, toute vie serait impossible sur Terre. Brian Walsh utilise un réseau de 5 satellites, baptisé Thémis,
pour étudier le champ magnétique terrestre. Nous analysons les téléchargements de Thémis. On ne dispose que d'une petite fenêtre à chaque orbite pour communiquer avec le vaisseau. Les satellites du réseau évoluent dans la partie de l'atmosphère la plus éloignée de la Terre. Ils font le tour du globe toutes les 23 heures. Ils sont équipés de 4 antennes de 25 mètres de long qui permettent à l'équipe de Brian de mesurer le comportement du champ magnétique terrestre face aux décharges d'énergie du Soleil. La longueur classique d'une de ces fenêtres de communication avoisine la cinquantaine de minutes. On communique grâce à cette parabole. L'équipe doit télécharger les données satellites et vérifier son état de fonctionnement. Une des choses importantes que nous avons appris du programme Apollo, c'est que lorsque les astronautes s'endormaient la nuit, ces particules chargées traversaient leur vaisseau et leur provoquaient des flashs lumineux dans les yeux. Aujourd'hui, on sait que la capsule Apollo n'était pas protégée contre ces particules, puisqu'elle voyageait bien au-delà du champ magnétique terrestre. Sans ce bouclier magnétique, nous serions exposés à toutes ces particules chargées qui traversent notre galaxie et notre système solaire. Ces particules traversent notre corps et peuvent interférer avec notre ADN, ce qui entraîne des mutations et des cancers. Nous approchons de notre fenêtre de communication avec le vaisseau Thémis. On est presque au-dessus de la station au sol de Berkeley. Ces cercles rouges sont les zones où nous pouvons communiquer avec le vaisseau. On devrait avoir toutes les données. C'est génial. Pour que la vie prospère dans un monde extraterrestre, ce dernier doit être protégé de son étoile, comme nous le sommes du Soleil. Pendant des décennies, on a pensé que la Terre était le punching ball du Soleil et qu'à chaque explosion à la surface de notre étoile, toute la matière éjectée traversait le système solaire pour percuter le champ magnétique de la Terre. C'était angoissant de se sentir à la merci des caprices du Soleil. Mais tout récemment, le vaisseau Thémis nous a appris que la Terre possède sa propre protection. La Terre n'attend pas d'être frappée par le Soleil. Elle dispose d'une arme préventive. Quand les rayons ultraviolets heurtent l'atmosphère, ils créent une fine couche de gaz chargé. Le champ magnétique terrestre comprime cette couche en un vaste anneau autour de la planète. Lorsqu'une tempête solaire se déclenche, les particules chargées de cet anneau commencent à se déplacer. Elles s'amoncellent pour former une vaste ceinture qui se déploie dans l'espace et ralentit le plasma solaire. La Terre a donc les moyens de se défendre. La vie ne pourrait pas exister sans ce champ magnétique qui la protège des rayonnements cosmiques. Les scientifiques estiment que Mars disposait aussi d'un champ magnétique propice à l'émergence de la vie. Mais il aurait disparu il y a 4 milliards d'années. Mars était peut-être comme la Terre dans un passé lointain. Malheureusement, son atmosphère s'est érodée sous les assauts du vent solaire, ce qui a bouleversé le climat à une échelle globale. Aucune forme de vie n'a pu résister à un cataclysme d'une telle ampleur. Le Soleil agresse aussi les autres mondes de notre système solaire. Mais les petites lunes, de la taille d'Europe, produisent rarement leur propre champ magnétique. Alors comment la vie pourrait-elle exister sur un de ces mondes? Europe profite d'une protection de plus grande ampleur. Sa planète mère, Jupiter, dispose d'un gigantesque champ magnétique qui se déploie jusqu'à 5 millions de kilomètres dans l'espace. Sa puissance contribue à générer un petit champ magnétique autour d'Europe. La Terre dispose des ingrédients essentiels pour que la vie puisse se développer. Un champ magnétique, de l'eau sous forme liquide et une atmosphère respirable. Cette combinaison magique pourrait-elle exister sur une autre planète de notre galaxie?
Une forme de vie intelligente a-t-elle pu s'y développer? Nous commençons à trouver des éléments de réponse qui indiqueraient l'existence possible d'une vie extraterrestre, voire même de civilisations extraterrestres ailleurs dans l'univers. Si ces civilisations existent, comment le saurons-nous? Autrefois, lorsque nous scrutions le ciel nocturne, il nous était impossible de savoir s'il existait des planètes en orbite autour des étoiles. Maintenant, on sait qu'il existe de nombreux systèmes solaires comme le nôtre. Il y a de fortes chances que la vie soit répandue à travers l'univers. Quelles sont les chances que la vie existe ailleurs que sur Terre? Dans notre galaxie, les pouponnières stellaires créent en permanence de nouveaux astres et de nouveaux mondes. Notre Voie lactée contient plus de 400 milliards d'étoiles et un nombre incalculable de planètes. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Devant des nombres aussi astronomiques, il y a de fortes chances que la vie soit répandue. Elle pourrait même exister sous une forme intelligente. Il existe sans doute plusieurs variations. La réalité risque d'être bien plus extravagante qu'on ne peut l'imaginer. Une civilisation intelligente pourrait même envoyer un signal vers la Terre. Voici l'Institut SETI, un vaste réseau de télescopes à l'écoute de signaux radio provenant d'exoplanètes. Le SETI est un acronyme. Il signifie « Recherche d'une intelligence extraterrestre », la recherche d'une forme de vie intelligente, comme c'est le cas pour l'homme. Seth Shostak est le responsable du programme. Quand j'étais gosse, j'étais passionné de films sur les extraterrestres. C'est le même genre d'intérêt qu'on peut porter aux dinosaures. 42 antennes fonctionnent en réseau pour scanner le ciel. Dès que nous pointons nos antennes vers le ciel, nous vérifions quelques milliards de canaux. Après tout, E.T. ne nous a jamais envoyé un mail pour nous dire quelle fréquence écouter. Bien que ces paraboles ne fassent que 6 mètres de diamètre, elles sont extrêmement sensibles. Si la Terre recevait un signal d'1 milliardième de watt, ces instruments le capteraient facilement. Si quelqu'un sur Mars utilisait une télécommande pour ouvrir son coffre de voiture, nous pourrions le détecter. Même si notre galaxie ne répondait pas aux critères de notre quête de vie, il existe des centaines de milliards d'autres galaxies qui ont tout un nombre comparable de planètes. Il y a donc une quantité incalculable de mondes où la vie a pu émerger. Mais franchement, il y a tellement de terrains constructibles dans l'espace. Il pourrait y avoir tellement de formes de vie. L'une d'entre elles a forcément atteint notre stade de développement et de compréhension pour construire des transmetteurs radio. Ces antennes captent en permanence tout un éventail de parasites cosmiques sur une soixantaine de millions de canaux. On peut élargir la bande et couvrir un grand nombre de fréquences. Jusqu'ici, nous avons observé environ 3000 systèmes stellaires. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu pour une galaxie qui en abrite plus de 200 milliards. Nous n'en sommes qu'au début, mais heureusement, l'expérience s'accélère. Dans notre domaine, la taille du dispositif est essentielle. Le nombre d'antennes accroît la sensibilité et permet de capter des signaux plus lointains, des signaux plus faibles, le tout dans une portion élargie de l'espace. Seth Shostak envisage d'étendre son réseau afin d'accroître ses chances de détecter un signal extraterrestre. Nous avons 42 antennes. Lorsqu'on aura franchi la barre des 200, nous aurons l'un des instruments les plus puissants du monde pour tout type de radioastronomie. Malgré plus d'un demi-siècle de silence radio, Seth demeure convaincu qu'ils établiront le contact un jour. Si nous devions capter un signal, ce serait l'histoire scientifique la plus intéressante de tous les temps. La découverte de la vie au-delà de notre système solaire va sonner le glas de notre solitude cosmique. Je parle du sentiment d'humilité que nous éprouvons en scrutant le ciel.
La conscience de l'existence d'autres choses vivantes dans la galaxie aura un impact considérable sur la manière dont je me vois et sur ma relation envers les autres êtres humains de cette planète. Il faut bien avoir conscience du degré de connexion que nous entretenons avec la Terre. Notre chimie, notre biologie nous relient à cet endroit. Si nous allons sur une autre planète, nous ne pourrons peut-être même pas consommer les plantes. Nous devons donc réaliser à quel point nous sommes des créatures terrestres, afin de rester humbles dans notre approche de la vie en dehors de notre planète. Ce sera une révolution de la pensée pour les êtres humains de cette époque. Mais cette génération de gens sera vite remplacée par une nouvelle génération qui verra la vie extraterrestre comme un fait normal. Notre quête de monde extraterrestre nous emmène aux confins de l'univers observable. Nous trouverons sûrement des planètes jumelles de la Terre à travers la galaxie. Nous explorons déjà d'étranges lunes dans notre système solaire. S'il existe des formes de vie extraterrestres, ce n'est qu'une question de temps avant que nous les trouvions. À moins qu'elles ne nous trouvent avant.